Et je vais d'abord partager le diaporama, mais avant de partager, j'aimerais juste dire que cet article que doit apparaître dans la revue que tu organises avec Thierry Kellner, et cet article a été écrit avec mon collègue Antonio Carlos Less, donc je dois le remercier aussi de la recherche, du support qu'il m'a donné pour cette présentation. Et aussi, j'aimerais remercier mes doctorants, Laura Rejol, Paulo Menekel et aussi Victor, qui est au Brésil. Et ce sont des doctorants qui mènent de recherche avec moi, qui m'aident à chercher des données. Donc, je dois aussi les remercier pour cette opportunité de présenter nos résultats partiels de recherche. Donc, je vais d'abord partager l'écran. Donc, pour commencer la présentation, ça prend 2 minutes. Voilà, j'espère que tout le monde est en train de regarder, de voir l'écran de l'ostracisme international au partenariat stratégique, défis et dilemmes dans les relations Brésil-Chine de 1949 jusqu'à 2019. Donc, je dois commencer cette présentation en montrant un peu les objectifs de cet article, de cette présentation. Donc, j'aimerais commencer pour présenter, sous une perspective historique, le développement des relations sino-brésiliennes dans un cadre structuré autour de l'idée de construction de partenariats stratégiques. Donc, comme je disais à Thierry, j'utilise dans cet article une perspective historique, même sous une perspective plutôt politique. Donc, c'est une analyse historique politique que je présente ici pour vous. Et bien sûr, les aspects économiques sont partout dans cette présentation. Et le concept clé utilisé pour les explications, les analyses, les hypothèses, c'est le concept de partenariat stratégique. Donc, je vais présenter le concept de partenariat stratégique à la fin de la présentation, à la fin de l'article et pas au début, parce que j'utilise une stratégie de rassembler, de ramasser les données pour après construire un concept de partenariat stratégique spécifique pour les relations Brésil-Chine. Et pas seulement, je n'utilise pas seulement un concept générique, mais un concept appliqué aux relations particulières de Brésil avec la Chine. Mais je peux aussi déjà avancer que le concept de partenariat stratégique prend en considération que deux pays se rapprochent parce qu'ils se considèrent spéciaux, ils se considèrent pivots, clés pour atteindre des objectifs présents et futurs. Dans le cas particulier du Brésil et de la Chine, ils ont commencé le partenariat stratégique en 1993, au moment où la relation passait pour des problèmes très graves de fonds, de manque de confiance et même de manque de structure pour mener la relation. Donc, le partenariat stratégique est un concept qui met en perspective le futur de la relation, qui met en perspective des objectifs les deux partenaires veulent atteindre sous une base de confiance, sous une base de perspectives positives dans le futur. Donc, c'est a priori ces concepts que j'utilise et qui va mener la recherche et la présentation d'aujourd'hui. L'autre objectif de la présentation, c'est comprendre bien sûr l'évolution de cette relation dans les dernières 50 années. Donc, c'est un peu trop, long, mais je vais plutôt utiliser la stratégie de la forêt plutôt que des arbres et des branches. Donc, je vais vous montrer une perspective ensemble, même si dans certains aspects, je vais plutôt présenter des analyses plutôt ciblées et plus spécifiques pour qu'on puisse comprendre beaucoup, en plus de détails, ce qui se passe dans cette relation. Donc, je vais vous présenter les motivations, je vais vous présenter le contexte et surtout une perspective brésilienne
est basé sur les données, des données primaires, des accords, des interviews, des articles scientifiques et aussi de journaux brésiliens, même si je suis toujours en train de faire le dialogue, le pont avec les données chinoises. Donc, c'est une perspective brésilienne, d'une brésilienne qui parle du Brésil, donc il faut prendre ça en considération. Bien sûr que toutes les recherches peuvent être biaisées pour les choix, mais enfin, c'est le choix que j'ai fait et j'espère que ça va marcher pour vous aussi. Alors, quel est le plan de la présentation? Ce sont 3 parties, même si la dernière partie a 2 parties. Donc, je vais vous présenter un peu l'historique, un peu ce qui s'est passé avant l'établissement des relations et après ce qui s'est passé dans les premières années de ces rapprochements. Après, je passe à la compréhension de la relation jusqu'aux années 90, quand les relations, le partenariat stratégique a été établi et les résultats étaient encore très faibles, mais la perspective de futur était très forte. C'est-à-dire que dans les années 90, il n'y avait pas encore beaucoup de résultats, mais il y avait déjà plus de 50 articles d'accords signés entre les 2 pays. Il y avait une grande partie de la société qui était déjà mobilisée pour que cette relation pouvait se déclencher et atteindre les résultats des années 2000 que je vais analyser dans la dernière partie de cette présentation. Les années 2000 ont vu apparaître la grande stratégie de la Chine, mais aussi la grande ouverture du Brésil envers la Chine. Et les années 2010-2020 ont vu apparaître une Chine traditionnelle déjà dans la politique extérieure du Brésil et qui atteint des objectifs grandioses, énormes et même comparables aux résultats que le Brésil a atteints avec les États-Unis. Donc, à partir des années 2010, la Chine devient le grand partenaire du Brésil dans le secteur économique, surtout commercial, mais aussi des investissements, comme c'est aussi passé dans plusieurs pays en Amérique latine, en Amérique du Sud en particulier. Donc, la Chine, elle devient le grand partenaire des plusieurs pays du monde, mais aussi des plusieurs pays de l'Amérique latine en particulier. Donc, le plan de la présentation est assez simple et ça donne aussi beaucoup d'espace pour retirer de là des aspects plutôt spécifiques de cette relation. Donc, quelle est l'idée que je vais, les 2 idées, mais surtout une idée principale que je vais présenter, défendre, renforcer pendant cette heure qu'on aura ensemble, ces 2 heures ou presque 2 heures qu'on aura ensemble ce matin. Donc, le chemin dense et complexe de la relation entre le Brésil et la Chine au cours de près de 5 décennies prouve que la relation bilatérale est un modèle émergent de partenariat stratégique. Et le partenariat stratégique avec la Chine est sans aucun doute l'un des atouts les plus importants de l'insertion internationale du Brésil. Pourquoi cette affirmation n'est pas étonnante et pourtant elle est très étonnante à ce moment-là? Parce que dans les 2 dernières années, le président du Brésil a nié cette vérité. Il a nié que la Chine est super importante pour le Brésil, que la Chine est un partenaire stratégique, a nié de l'espace dans le plan, surtout dans le plan politique, a critiqué la Chine comme jamais avant dans l'histoire du Brésil et de la Chine. Donc, c'est très étonnant pour ceux qui étudient la Chine au Brésil que cette vérité a été contestée, elle a été contournée ces 2 dernières années. Et c'est pour ça que je reprends cette idée dans cet article et dans cette présentation pour prouver que la présidence de Bolsonaro est une absurdité dans l'histoire du Brésil et de la Chine et on a vu ça dans les 10 derniers jours que la perspective même du gouvernement Bolsonaro est en train de changer face aux besoins du vaccin, aux besoins de la coopération dans les sphères de la santé, aux besoins économiques. Donc, moi, de ma perspective, je pense que les prochains mois seront très importants pour les relations Brésil-Chine, surtout parce que le gouvernement va se rendre compte que c'est vraiment un partenariat stratégique sans aucun doute
très important, voire le plus important de l'insertion internationale du Brésil dans le passé proche et dans le futur proche. Donc, ça, c'est l'idée principale que je vais présenter pour vous dans cette présentation, dans cette matinée. Et pourquoi j'ai pris cette hypothèse? À cause des résultats déjà atteints. Ce sont des résultats super importants, à mon avis, du point politique, du point économique, financier, économique, commercio-économique. Donc, pourquoi on part de cette hypothèse que c'est le partenariat stratégique le plus important du Brésil avec les États-Unis? Ce sont les relations qui ont donné le plus des résultats. Bien sûr qu'il ne faut pas que j'oublie l'Europe, parce que c'est une relation historique qui d'ailleurs est en compétition avec la Chine. Plusieurs espaces que la Chine occupe, et ce sont les espaces que l'Europe occupait, les Espagnols, les Hollandais, voire même les Italiens. Même dans le secteur électrique, la Chine est en train de faire en compétition avec les entreprises italiennes, espagnoles du secteur électrique. Donc, il ne faut pas que j'oublie aussi les relations traditionnelles avec l'Europe et avec les États-Unis qui donnent de la place à la Chine dans les dernières 50 années, mais surtout dans les 10-15 dernières années. Donc, la Chine, elle a établi avec le Brésil plus de 200 accords politiques, économiques, financiers. Il y a des réunions régulières de haut niveau, même si ces réunions ne sont pas si régulières que possible. Et on voit que, par exemple, pendant le gouvernement de Michel Temer, qui était le vice-président et qui était dans ces réunions de haut niveau, on voit qu'elles n'ont pas été si régulières pendant le gouvernement Temer, mais les réunions ont repris la place dans le gouvernement Bolsonaro. Pourquoi? Parce que le vice-président, il a une vision différente du président en ce qui concerne la Chine. Il est un des acteurs qui donne beaucoup de support, d'appui, qui a une vision beaucoup plus traditionnelle de cette relation avec la Chine. Donc, il a été en Chine, il a été en Chine l'année dernière. Il a plusieurs fois donné son avis dans des interviews qu'il a données pour les principaux journaux au Brésil, son avis positif de cette relation. Il a donné du support aux moments les plus difficiles de la relation. Donc, puisqu'il est responsable pour ces réunions régulières, on peut dire que cette prémisse, ce résultat continue d'être présent dans ces relations. On voit par exemple que Bolsonaro était en Chine l'année dernière, Xi Jinping a été au Brésil pour le BRICS, les réunions du BRICS au Brésil l'année dernière. Et Mourão a été en Chine l'année dernière aussi. Donc, on voit qu'il y a aussi, on peut dire qu'il y a aussi des réunions techniques, des groupes d'études, des travaux qui se mettent ensemble ces dernières années. Donc, c'est un résultat très important. Le troisième point, de nombreux groupes de travail technique, comme je vous ai dit. Et aussi, il rend public les documents de planification stratégique conjointe. Il y a des planifications de 10 ans, par exemple. Cela n'existait pas avant les années 2000-2010. Donc, à partir de 2004, cela a été possible. C'est comparable seulement avec ce qui se passe avec les États-Unis. Et très peu d'autres pays font ça avec le Brésil. Donc, il y a un grand nombre d'accords bilatéraux et aussi une position de non-confrontation jusqu'à 2018-19 et faible pression politique jusqu'à 2018-2019. Donc, c'est vraiment un changement dans les relations. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, de l'ostracisme international à la reconnaissance, pourquoi ce titre? Parce que surtout à partir des années 90, 2000, 2001, 2002, la Chine avec la politique de Going Global et le Brésil avec la politique d'ouverture à l'international a décidé de changer le commerce, les investissements, les financements et aussi les relations politiques avec la Chine. Et au début de cette relation, à partir de 1949, quand la Chine elle s'est transformée dans une république, et puis avant 1974, on voit que le Brésil suivait les États-Unis. La politique, elle était plutôt anticommuniste.
Et puis, le support était pour Taïwan. Et il y avait beaucoup de préjugés envers la Chine à cause de ses préférences révolutionnaires. À partir du moment que la Chine décide de ne plus être révolutionnaire, de ne pas faire de l'intervention armée dans les pays pour donner du support au mouvement communiste, et les relations de la Chine ont changé, ainsi que les relations du Brésil avec la Chine à partir de 1974, surtout à partir de 1974. Pourquoi j'ai mis cette photo? C'est une photo d'une église au Brésil, de Minas Gerais, parce que les Portugais ont apporté au Brésil l'architecture chinoise. Donc, ça, c'est une marque que la présence chinoise au Brésil, elle va au-delà de la relation politique et économique. La présence chinoise n'est pas comme la présence japonaise, qui est beaucoup plus importante à cause de la migration japonaise depuis le début des années 1900, du XXe siècle. Mais là, on voit une forte influence de la Chine dans l'architecture à Minas Gerais à cause de ces échanges que le Portugal faisait avec ses colonies, avec ses entrepôts à l'époque des colonialismes, qui a fort influencé le Brésil. Donc, les années 50, comme je vous ai dit, la motivation brésilienne était fortement anticommuniste depuis la Seconde Guerre mondiale, fortement influencée par les idées nord-américaines. Et puis, je peux vous dire que le Brésil, il contribue à cet ostracisme envers la Chine. Il perd le bon de l'histoire, il perd dans un sens particulier, on pourrait dire une tendance qui était déjà présente dans d'autres pays en Amérique latine. Le Chili était en Chine depuis 1971. Le Brésil a pris encore 5 ans pour faire ça. Donc, le Brésil était un des derniers pays de l'Amérique latine pour reconnaître la Chine comme un seul pays et pas Taïwan. Donc, le Brésil a perdu le moment du changement de la politique des États-Unis. Les États-Unis ont commencé les tractatives avec la Chine aussi en 1971. Donc, Mao Tse-tung et Henry Kissinger se sont rencontrés au début des années 70. Le Brésil a pris du temps pour suivre les États-Unis dans ses politiques internationales dans les années 70. Donc, on dit qu'il y a eu de la léthargie dans la politique extérieure du Brésil. Il a contribué pour que la Chine entre définitivement dans la politique extérieure de l'Amérique latine dans les années 70, mais après la reconnaissance en 1974, ce sont les conditions économiques, surtout économiques, parce qu'il y avait une forte volonté politique de la part du gouvernement Geisel dans les années 74, mais c'était plutôt un manque de conditions économiques qui ont retardé l'entrée de la Chine au Brésil, et aussi un certain isolationnisme dans la politique extérieure de la Chine dans les années 50, 60. Donc, la décision de renforcer la globalisation a été annoncée par Deng Xiaoping au début des années 90 et surtout au début des années 2000, quand la Chine a fait vraiment une insertion internationale dans le monde avec le Going Global Politics. Donc, la relation avec le Brésil était plutôt une relation entre sociétés, entre des communistes, des Brésiliens communistes, des socialistes, des agents culturels qui allaient en Chine pour connaître la Chine parce qu'ils admiraient la Chine. Donc, il y avait quelques contacts officiels, surtout sociaux, des agents de la société brésilienne. Et donc, les résultats étaient très faibles. Et le pays manquait des ressources financières, comme je vous ai dit, et la diplomatie chinoise était clairement isolationniste. Les années 60 ont été très importantes pour les relations Brésil-Chine. Il y avait là le président Jânio Quadros qui voulait changer la politique extérieure du Brésil, voulait se distancier, prendre de la distance des États-Unis. Il a rendu visite aux Chinois à Mao Tse-tung en janvier, en mars 1961. Et donc, c'était le début
des approches entre le Brésil et la Chine, mais il y avait beaucoup de résistance dans la société brésilienne. Le président Jânio Quadros était accusé de communiste à cause de cette visite en Chine. Il y a eu des problèmes politiques dans le Brésil. Et puis, les militaires surtout ont réagi fortement à cette visite. Et donc, mais c'était le début. Et puis, c'était plutôt à partir de 1970 que tout s'est passé dans ces relations Brésil-Chine. Et donc, j'ai mis en relief ce moment clé des relations Brésil-Chine quand 19 Chinois ont été expulsés du Brésil, des journalistes et des entrepreneurs. Donc, les relations ont été immédiatement rompues avec le coup militaire au Brésil, sous influence des idées discriminatoires et la répudiation des pratiques communistes révolutionnaires au Brésil. C'était un moment très, très, très critique, tragique des relations Brésil-Chine qui commençait lentement, les rapprochements recommençaient. Et donc, il y a eu cette interruption de plus de 10 ans entre le Brésil et la Chine quand les données ont commencé à changer au début des années 90 et après 1974 avec Geiser, les deux pays se sont rapprochés. Donc, quel était l'intérêt de la Chine? Quels ont été le mouvement de la Chine envers l'Amérique latine, envers le Brésil, surtout envers les États-Unis et par conséquent les partenaires des États-Unis aussi? Donc, la Chine voulait décidément mettre fin à son isolement international. Donc, encore sous Mao Tse-tung, la Chine a commencé à s'ouvrir vers le monde. Donc, la Chine voulait accroître sa légitimité internationale. Surtout, il y avait une compétition entre la Chine et l'Union soviétique pour savoir qui était le leader du groupe communiste dans le monde. Donc, la Chine, il y avait une compétition à Cuba, il y avait une compétition en Amérique latine. Et la Chine voulait être un modèle de développement, d'un pays en développement qui pouvait avoir du succès. Donc, elle voulait accroître sa légitimité en se rapprochant, en ayant la reconnaissance qu'elle était le seul pays, la seule société communiste, ça en comparaison avec le Taïwan. Et Chine voulait obtenir son soutien de la reconnaissance, un soutien pour la reconnaissance, en particulier face aux attitudes taïwanaises, comme je vous ai dit, des attitudes indépendantistes. Ça, on peut dire qu'il reste jusqu'à nos jours l'objectif le plus important de la politique intérieure et extérieure de la Chine. Enfin, avoir Taïwan comme partie effective de la Chine, et aussi, bien sûr que c'est une province rebelle, et puis la même chose avec Hong Kong, la même chose avec Macao, et aussi le Tibet. Ce sont des territoires qui ont été récupérés par la Chine, et puis Taïwan reste la province, la partie la plus rebelle, et l'objectif clé de la Chine dans sa politique extérieure jusqu'à nos jours, même si on sait que Taïwan est déjà très intégré économiquement, financièrement, socialement avec la Chine continentale. Enfin, même si dans les questions politiques, il y a toujours un parti qui favorise ou qui difficulte l'approche entre les deux parties de la Chine. Donc, la Chine a décidé donc d'abandonner le soutien au mouvement révolutionnaire, comme je vous ai dit, en Amérique latine, en promettant de respecter le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, principe que la Chine évoque chaque fois que la communauté internationale essaie de intervenir dans ses affaires intérieures, surtout Hong Kong à ce moment, et aussi la région des Ouïghours. Donc, j'ai mis la photo de Nixon et Mao Tse-tung. C'était la politique de ping-pong. Je pense que tout le monde connaît. C'était le moment clé pour le rapprochement de la Chine avec les États-Unis. Alors, la Chine entre définitivement dans la politique internationale avec l'obtention d'un siège permanent au Conseil de sécurité occupé par Taïwan, en contrepartie de son rapprochement avec les États-Unis pour affronter l'Union soviétique et changer la balance politique en Asie. Donc, la Chine a progressivement amélioré ses relations
internationale a sorti de son isolement politique sous le support des États-Unis et après d'une manière plus indépendante. Donc, c'était vraiment un pas très important de la Chine, l'entrée aux Nations Unies. Et, enfin, et de là, elle ne veut pas sortir et le Brésil veut aussi entrer. Et le Brésil a réagi très fortement à l'entrée de la Chine aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, parce que le Brésil voulait aussi entrer dans le Conseil de sécurité. Et à ce moment-là, à la fin des années 69, début des années 70, le Brésil a réclamé une place aussi et a trouvé que la Chine allait entrer parce qu'elle avait du support des États-Unis et pas le Brésil. Et bien sûr que la Chine va dire qu'elle n'a pas eu seulement le support des États-Unis, mais surtout des pays en développement, des pays en sous-développés ou en développement. Et même dans les déclarations chinoises, des fois, ils ne mettent pas le nom des États-Unis, ils mettent en relief surtout le support des pays en développement. Et bien sûr que dans l'Assemblée générale, l'appui de l'Afrique était super important, était massif. Et on peut aussi croire que c'était aussi dû à ce support que la Chine a rentré de nouveau, a regagné sa place dans les dialogues internationaux à partir de 1971, mais surtout à partir des années 80-90. Alors, la reprise des relations diplomatiques, comme je vous ai dit, était en 1974, 15 août 1974, sous Ernesto Geisel. Ernesto Geisel a présenté aux militaires des arguments plutôt économiques. Donc, la Chine, elle va être un grand marché pour les produits brésiliens. Il faut se rappeler qu'en 1974, le Brésil a eu un miracle. On appelle ça le miracle économique brésilien. Le Brésil était la Chine des années 70. Le Brésil avait un taux de 71% de croissance dans les années 90 et avait très, très besoin de marché pour vendre ses produits, fruits de son industrialisation. Et l'argument était donc présenté aux militaires, au ministre militaire de Ernesto Geisel, le général Ernesto Geisel, mais les raisons de Ernesto Geisel étaient politiques. Les résultats étaient surtout politiques. La Chine n'était pas encore une puissance, la Chine était encore en développement, voire sous-développée dans les années 74. Les grands projets de réforme de Deng Xiaoping se passeraient encore 5 ans après. Et il fallait encore attendre la fin des années 74 pour que Deng Xiaoping monte au pouvoir, après la mort de Mao Tse-tung. Et puis, c'était donc un pari politique de Geisel. Au-delà de cette reconnaissance diplomatique, les années 74 n'ont pas, dans l'ensemble, apporté des résultats tangibles pour les relations sino-brésiliennes. Même dans les années 80, les résultats étaient très, très faibles. Des accords ont été signés. Un grand accord a été signé dans les années 80, l'accord satellite sino-brésilien de ressources terrestres pour observer la Terre, géologiquement parlant. Donc, la visite du ministre des Affaires étrangères en 84, après la visite du président José Sarney en 98, ont marqué le grand rapprochement de la Chine avec le Brésil. Et puis, ce partenariat existe jusqu'à nos jours, même si la Chine a dépassé le Brésil dans ce secteur. Le Brésil n'a pas su se moderniser dans ce secteur comme la Chine. Et puis, il y a beaucoup de difficultés de faire avancer cette coopération, mais elle est le grand exemple que deux pays en développement, à cette époque-là, la Chine était en développement, on peut dire qu'elle n'est plus un pays en développement, même si deux fois le gouvernement chinois utilise cette expression en relation sud-sud, relation entre deux pays en développement, les deux grands pays en développement de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud et de l'Asie, respectivement. Mais enfin, à mon avis, ça ne s'applique plus. La Chine est déjà un pays développé qui exige cette reconnaissance d'être à la pointe des innovations technologiques et des discussions politiques. Enfin,
Les années 80-90 étaient très différents des années 2010-2020, même si cet accord a été possible. C'était un accord de deux pays qui avaient quelques recherches de pointe, des recherches super importantes, comparables aux recherches faites aux États-Unis et en Europe. D'ailleurs, le Brésil a appris à faire des satellites avec les Français. Et puis, on peut dire que la coopération menée avec l'Allemagne, menée avec la France et aussi avec l'Angleterre et les États-Unis ont permis au Brésil d'avoir cette super coopération avec la Chine dans les années 80-90. Alors, dans les années 90, on avait déjà des résultats clairs. Quelle était la stratégie chinoise au Brésil? Enfin, dans quel point on peut dire que la Chine a une stratégie semblable à celle du Brésil? Enfin, exercice du pouvoir par influence et création d'opportunités, on peut dire que la Chine a beaucoup plus d'intérêt d'exercer le pouvoir au Brésil que le Brésil en Chine. Le Brésil ne peut pas faire des compétitions avec l'Allemagne, par exemple, avec la France, avec les pays européens en général. Donc, l'exercice du pouvoir de la Chine est super important. À ce moment-là, on se demande, Sophie, elle fait un travail super important du point de vue normatif, comment est l'influence de la Chine en Amérique centrale, en Amérique du Sud, du point de vue des normes, de construction des normes. Et puis, on peut dire que ça, c'est un objectif surtout chinois plutôt que brésilien, même si le Brésil essaye de changer les normes internationales jusqu'à 2018 surtout, parce que le Brésil maintenant est un paria, un pays qui sort des grands accords, des grands organismes internationaux, plutôt que essayer de s'insérer. Enfin, il y a une aversion à ce qu'on appelle globalisme de la part du ministre des Affaires étrangères brésilien, Ernesto Araújo, à ce moment. Donc, on peut dire que ça, c'est un objectif plutôt chinois que brésilien. Le deuxième point, acquisition des produits agroalimentaires, énergétiques et minéraux. Là, c'est le point le plus en commun avec le Brésil. Le Brésil veut vendre des produits agroalimentaires, veut vendre des objectifs et des produits énergétiques, surtout du pétrole et des minères de fer. Et là, il y a moitié de la société brésilienne qui donne de l'appui, du support à la Chine, qui défend la Chine fortement dans les journaux, dans les réunions avec le président, avec le ministre de l'économie. On peut dire que c'est la partie avec le plus de succès des relations Brésil-Chine. Et c'est aussi la partie, on peut dire que 90% des exportations du Brésil vers la Chine, c'est soja, minéraux et aussi du pétrole. Et puis, là, c'est aussi l'autre côté de la monnaie, c'est que la Chine est de plus en plus présente dans le marché brésilien de produits manufacturés. Donc, la Chine veut augmenter sa capacité économique à partir de ses investissements. Elle va investir dans des secteurs d'infrastructures énergétiques, infrastructures de communication, infrastructures portuaires. Et là, ça, c'est le futur. Je vais parler ça à la fin de la présentation. Le futur des relations Brésil-Chine est basé sur la possibilité la possibilité de la Chine investir dans le 5G. Alors, je remercie aussi Thierry Perrault pour l'article qu'il m'a envoyé sur ce sujet. Ça fait quelques jours, même moins d'une semaine, que le gouvernement brésilien n'a pas cité la Chine dans l'édital, dans l'appel d'offres pour les entreprises présenter des projets d'investissement dans le secteur de 5G, n'a pas empêché la Chine d'entrer dans ce secteur, mais bien sûr, il y a eu un accord d'échange. Ça veut dire que d'un côté, le gouvernement chinois a dit « je veux vous envoyer des vaccins ». Ça, ce n'est pas écrit dans le journal, c'est plutôt les commentaires des analystes, les interviews sans révéler les noms.
Donc, les gens disent que la Chine a fait de la pression. OK, on va vous envoyer de vaccins, mais on veut aussi ne pas être discriminé dans les prochains appels d'offres du secteur des télécommunications. Et le Brésil a aussi fait de la pression en disant OK, mais on ne veut pas être non plus monitoré, on ne veut pas être espionné, parce que ça, c'est l'argument des États-Unis pour que le Brésil ne fasse pas d'accord avec la Chine dans le secteur de 5G. L'argument des États-Unis, c'est la Chine va vous espionner, la Chine va vous observer tout le temps, donc il faut faire gaffe, il faut se méfier des Chinois. Donc, le gouvernement brésilien a annoncé que, OK, tout le monde peut entrer dans cette compétition, mais on veut une ligne spécifique de télécommunications pour le gouvernement brésilien séparé du reste de la société brésilienne. Donc, la Chine, elle se prépare pour entrer dans ce secteur. Ainsi, elle se prépare pour entrer dans d'autres appels d'offres dans le secteur de l'énergie électrique, mais aussi énergie photovoltaïque, solaire, énergie en sens général, et aussi dans d'autres appels d'offres d'infrastructures au Brésil. Et ça, c'était annoncé par le ministre de l'économie brésilien, Paulo Guedes. Il a dit que les prochaines années seront une grande ouverture économique du Brésil. La Chine doit, si cela est vraiment possible, la Chine va être un grand compétiteur avec les États-Unis, les pays européens et aussi peut-être le Japon, l'Inde et d'autres pays asiatiques comme la Corée, par exemple. Donc, la Chine, elle veut promouvoir son développement au sens large au Brésil pour faire de l'argent, pour faire développer ces entreprises étatiques ou pas étatiques. Donc, Huawei, State Grid et China Three Gorges sont des entreprises chinoises qui sont déjà dans le marché brésilien et qui seront aussi dans le marché brésilien dans les prochaines années. Alors, comme je vous ai dit, ça, ce sont les 4 grands sphères, les grands secteurs de présence chinoise au Brésil. Matières premières, du soja, 2 aliments, du riz, du coton, de l'énergie électrique et aussi du pétrole, mais d'autres types d'énergie aussi. Infrastructure, comme je vous ai dit, infrastructure portuaire, ferroviaire, mais aussi énergique et des communications. Et dialogue multilatéral, on peut parler du BRICS, même si la réunion du BRICS au Brésil était assez sans beaucoup d'intérêt, pas beaucoup d'accords de grande importance ont été annoncés. Il y a ceux qui défendent que la coopération est plutôt dans les secteurs de technologies de pointe, d'innovation, que ça se fait plutôt dans le niveau technique et pas annoncé dans le niveau des hauts niveaux des présidents et des ministres. C'est pour ça qu'on ne voit pas trop ce qui se passe. Mais on peut dire que le BRICS est de moments plus radiant, plus ravissant que maintenant. Alors ça, c'est un tableau que j'ai retiré du ministère de l'économie. C'est juste pour vous dire que la Chine est le marché le plus important pour le Brésil, soit dans les exportations, soit dans les importations. Et le Brésil a retiré plus de 30 milliards de dollars de cette relation dans les 2 dernières années. Donc, le Brésil ne peut pas se passer de la Chine parce que le Brésil gagne énormément d'argent dans ce commerce bilatéral. Cependant, la relation, elle est accusée d'être illégale parce que le Brésil exporte des produits basiques et importe des produits manufacturés. On parle d'une reprimarisation du commerce bilatéral, même de l'économie brésilienne, provoquée par la Chine. La Chine, elle m'a dit qu'elle a créé plein de jobs, de postes de travail au Brésil. Le gouvernement brésilien va dire que il faut faire plus de pression sur les Chinois. Ça, c'est l'argument du gouvernement Bolsonaro. Même en 2018, la première visite du candidat Jair Bolsonaro était vers Taïwan et pas vers Pékin.
Et donc, le Brésil va accuser les Chinois d'acheter le Brésil et pas au Brésil. Je vais montrer cette photo tout à l'heure. Donc, les Chinois ont fait des prêts super importants pour le Brésil, surtout au Venezuela, mais deuxième place le Brésil. Et ça continue de se passer comme ça. Dans les 10 dernières années, 15 dernières années, les Chinois ont investi surtout dans les secteurs d'énergie électrique, mais aussi dans le secteur des minéraux. Donc, énergie, pétrole, minerais et automobiles sont les secteurs les plus importants pour la Chine au Brésil. Alors ça, j'ai encore 10 minutes pour ma présentation. Donc, ça, c'est Bolsonaro. Pourquoi j'ai mis le drapeau américain? Ça, ce n'est pas un montage, hein. Ça, c'est une photo vraie. Les bolsonaristes, bolsominions, comme ils sont appelés, ils apportaient le drapeau américain pour leur manifestation pro-Bolsonaro. Et donc, mais ce support était surtout pour Donald Trump. On voit que le ministre des Affaires étrangères et même le président ont écrit une lettre pour Joe Biden pour dire qu'ils vont donner du support au nouveau gouvernement américain. Et puis, le gouvernement américain de Joe Biden a déjà rigolé. Dans une interview, une journaliste brésilienne a demandé au nouveau président américain quand est-ce qu'il allait voir Jair Bolsonaro. Il n'a rien répondu, il a juste rigolé pour dire que, enfin, Jair Bolsonaro, il faut qu'il change beaucoup pour qu'une nouvelle relation s'établisse entre les deux pays. Et on attend on espère, enfin, on pense que dans les prochains mois, le président américain va faire beaucoup de pression, surtout dans les secteurs d'environnement, protection de l'Amazonie, protection du Cerrado brésilien. Et donc, on va voir cette relation se reconstruire dans les prochains mois. Donc, dans ce sens, on peut dire que je pense que 2021 sera une année de rapprochement chinois et rapprochement américain du Brésil, même si dans les discours, le président brésilien a encore il a encore des relations très difficiles avec la Chine, accusant la Chine, par exemple, d'avoir créé un virus, d'avoir créé un vaccin qui va faire plus du mal que du bien à la population brésilienne, même s'il a changé cet avis, cette position les dernières semaines, parce qu'il y a beaucoup de pression de la société brésilienne pour que tout le monde soit vacciné, etc. Alors ça, c'est la photo dont je vous ai parlé. À ce moment-là, il était candidat à la présidence du Brésil, février 2018. La visite à Taïwan, ça a provoqué une indignité, enfin, une réaction forte de la Chine vers le Brésil. Et donc, ça, c'était une politique construite, ce n'était pas de l'improviste. Donc, Jair Bolsonaro, dès le début, a décidé d'être contre la Chine pour faire peut-être contraste aux relations de Dilma Rousseff et Lula da Silva, à cette forte relation qu'il y avait avec la Chine, avec les pays surtout de gauche. Donc, le président Jair Bolsonaro a décidé d'être contre le parti de travailleurs, parti de PT, anti-socialiste, anti-communiste, si la Chine peut être considérée communiste, anti-Chine. Donc, ça, c'est la photo qui marque ce tournage de la politique interne et extérieure du Brésil. Et donc, les Chinois n'achètent pas au Brésil, ils achètent le Brésil. Ça, c'est avant les élections. Au milieu de l'élection, Bolsonaro a sorti cette phrase. Le président Jair Bolsonaro a décrit la Chine comme un prédateur qui veut dominer des secteurs clés de l'économie brésilienne. Qu'est-ce que l'ambassadeur de la Chine au Brésil a dit? Il n'a rien dit. Il a essayé de se réunir avec Jair Bolsonaro. Il a mis des photos comme ça au Twitter. C'était le début du dialogue de la Chine et du Brésil par Twitter à la fin des années 2018.
Et donc, de petit à petit, il y avait un va-et-vient de la Chine et du Brésil, de Jair Bolsonaro et Xi Jinping. Alors là, c'est la victoire. Octobre 2018, il a gagné le premier tour. Tromper la Chine peut servir à un objectif politique spécifique, mais le coût économique peut être dévastateur pour l'économie brésilienne. Ça, c'est la réponse des Chinois. Donc, la Chine a commencé à être beaucoup plus ferme, beaucoup plus claire, beaucoup plus assertive. Elle était déjà dans d'autres pays latino-américains et au Brésil, ça a commencé en octobre 2018. À partir de là, l'ambassadeur, les ministres chinois ne vont pas faire semblant, ils vont dire directement, ils vont critiquer directement le gouvernement brésilien chaque fois que le fils du président, que le ministre des Affaires étrangères, que le président brésilien attaquait la Chine. Alors là, c'était une tentative de rapprochement. En mars 2019, le président Jair Bolsonaro a accepté l'invitation de se rendre en Chine. Je veux maintenir les meilleures relations possibles avec la Chine. Et il a dit ça à Yang Guangmin, l'ambassadeur de la Chine au Brésil, jusqu'à nos jours. Donc, d'ailleurs, c'était ces moments-là que le président brésilien a évoqué pour dire qu'il n'y a pas de problème du Brésil avec la Chine maintenant, à ce jour-là. Il a dit qu'il a été très bien reçu en Chine quand il a été en Chine en octobre 2019. Alors là, en 2019, la politique de la Chine de maintenir des relations à long terme avec le Brésil reste inchangée. Donc, Xi Jinping a dit ça. La même chose a dit le président brésilien. Mais très peu d'accords ont été signés, très peu de réunions ont été menées, et très peu d'éloges de part à part ont été faits en octobre 2019. Mais les relations étaient encore paisibles, étaient encore acceptables jusqu'à 2019. Mais en mars 2020, ces deux personnages, le fils du président et le ministre des Affaires étrangères, ont commencé à faire des attaques directes à la Chine, à l'ambassadeur, au vaccin, à la manière comme la Chine a géré la pandémie. Alors là, pourquoi le ministre des Affaires étrangères a fait ça? On ne sait pas. On dit que c'est un manque d'expérience parce qu'il s'est devenu un bolsonariste. C'est difficile à comprendre. Donc, on dit qu'il manque d'intelligence, manque d'expérience. Et même aujourd'hui, il a des grandes difficultés de se rapprocher de la Chine. On dit qu'il n'a pas tombé, il n'a pas été substitué parce que son ministère, sa position n'a pas beaucoup d'impact dans les changements dans le Congrès brésilien, dans, par exemple, l'indication du nouveau président de la Chambre des députés ou du Sénat. Il n'a pas beaucoup d'impact dans les politiques intérieures. Donc, c'est pour ça qu'il est là, même si le président brésilien a dit qu'il fallait qu'il fasse un peu d'effort pour se rapprocher de la Chine. Et il fait ça en se rapprochant de la Chine et de l'Inde en même temps. Donc, ça, c'est la crise qui est là depuis mars 2020, mais qui a pris un nouveau contour ces 2 derniers jours. Là, j'ai mis le ministre de la Santé, à l'époque ministre de la Santé, qui se réunit avec l'ambassadeur de la Chine. Et pourquoi j'ai mis la photo du ministre de la Santé? Parce que la Chine a décidé de contourner l'ambassadeur, de contourner le président du Brésil et faire de la politique directement avec les gouverneurs, les ministres, les préfets, la société brésilienne, les chercheurs, les universités. Donc, la diplomatie des masques, ça veut dire le don des masques et des autres équipements utilisés pour lutter contre la pandémie du virus coronavirus, a pris un nouveau sens de bonne volonté dans les relations Chine-Brésil, a montré que la Chine, elle est là pour toujours. Elle va rester au Brésil en dépit du président, en dépit des critiques, qu'elle connaît le Brésil comme jamais, qu'elle connaît les plusieurs acteurs brésiliens qui sont très intéressés à faire du business avec la Chine. Donc, il y a plusieurs gouverneurs du nord-est brésilien qui ont essayé de faire des relations directes
avec la Chine, d'apporter des équipements, maintenant d'importer du vaccin. Alors là, la dernière photo, le gouverneur de l'État de São Paulo qui marque ce moment des relations Brésil-Chine. Il y a une dispute politique entre le président et le gouverneur de l'État de São Paulo. Donc, on dit que le vaccin est un vaccin de Doi, c'est un vaccin de São Paulo. Et puis, le président brésilien a dit que le vaccin est du Brésil et pas de l'État de São Paulo. Et que maintenant, les relations Brésil-Chine se sont reprises avec de la force pour que tout le monde puisse être vacciné au Brésil. Donc, dernière photo, l'autre était l'avant-dernière, la dernière photo, quel est le futur des relations? Le futur de la relation Brésil-Chine dépend des 5G. En grande partie, dépend de l'ouverture du marché brésilien pour les produits clés de la Chine. Donc, Bolsonaro n'empêche plus l'entrée des Huawei de participer à l'enchère 5G. Donc, il exige la construction d'un réseau de communication pour le gouvernement du pays. Ça, ce sont les dernières nouvelles. C'est le futur des relations Brésil-Chine, même si on sait très bien qu'il y a d'autres enchères qui sont en train de s'organiser, que la pandémie a poussé vers le futur, que même le Congrès brésilien a poussé vers le futur à cause des disputes politiques. Mais à mon avis, on va beaucoup entendre parler de ces relations dans les prochains jours, dans les prochains mois, parce que la Chine est maintenant un pays incontournable et le Brésil, face à la crise économique qu'elle va affronter dans les prochains mois, le Brésil dépend beaucoup d'un des principaux pays de la société internationale qui est devenue la Chine. Donc, juste pour conclure, les flux commerciaux bilatéraux sont super importants. La Chine est le plus important pays partenaire et commerciaux pour le Brésil. Les investissements chinois sont de plus en plus importants. Et il y a encore beaucoup de secteurs économiques à être exploités dans cette relation, à être inclus dans cette relation. À mon avis, le potentiel de cette relation n'a pas été atteint, le plein de cette relation n'a pas encore été atteint, et le gouvernement brésilien va répondre à ces demandes chinoises et pour que ce potentiel puisse être atteint, il faut aussi que le gouvernement brésilien réponde aux nécessités des entreprises brésiliennes et pas seulement aux pressions des entreprises chinoises. Et là, surtout dans le secteur des industries manufacturières locales. Et donc, l'aggravation de la récession a soulevé des nouvelles inquiétudes quant à la capacité du Brésil à négocier, à avoir une relation équilibrée avec la Chine. On pense que la Chine va être de plus en plus capable de faire de pression sur le marché brésilien. Et il y a ceux qui pensent que cette relation n'est plus sud-sud, mais nord-sud, voire une relation de pays développés et pays en développé, le Brésil étant le pays en développement. Et donc, la relation Brésil-Chine est toujours un partenariat stratégique et une relation d'identité politique et économique inhabituelle, et aussi une relation qui est distinguée des autres parce qu'elle peut s'élargir vers d'autres secteurs de coopération internationale, des innovations, de haute technologie. Et puis, on pense que c'est aucun doute l'un des atouts les plus importants de l'insertion internationale du Brésil. Et s'il y a eu un changement dans la politique extérieure du Brésil, c'était pour inclure la Chine, et cela depuis le XXIe siècle. Donc, je m'arrête là. Je vous remercie. Je mets à disposition des questions et aussi pour des futurs contacts et pour parler de la relation du Brésil avec la Chine ou de la Chine avec l'Amérique latine. Je vais arrêter le diaporama et merci encore une fois Sophie, Thierry, Xavier pour cette opportunité. Merci à vous tous qui sont là pour m'assister. Merci pour la patience. Grand merci Daniélie pour ta présentation que j'ai personnellement trouvée très riche.
et on en parlait en début des réunions qui finalement abordent les relations Chine-Brésil sous plusieurs angles, en mêlant finalement plusieurs disciplines, plusieurs approches de certaines disciplines. Je ne sais pas si Thierry et Xavier pourront compléter, mais pour moi, on a eu une approche qui était à la fois historique, aussi de relations internationales, bien évidemment, mais à certains moments de sociologie des relations internationales, parce que tu as bien montré comment certains acteurs brésiliens, le vice-président, certains gouverneurs également jouent un rôle qui peut avoir une influence sur l'évolution des relations Chine-Brésil, notamment sous Bolsonaro avec le vice-président. Il y a aussi une dimension géopolitique, puisque tu as parlé de concurrence avec plusieurs autres acteurs internationaux présents également, qui ont des relations importantes avec le Brésil. Une dimension aussi économique qui ravira Thierry Perrault, puisqu'on a vu quelques éléments sur le contenu des échanges commerciaux entre la Chine et le Brésil. On aimerait peut-être en savoir davantage en matière d'investissement, différents types d'investissements qui ont été mis en œuvre par la Chine au Brésil et sous quelle forme, quel type de partenariat public-privé, etc. Si vous me le permettez, je peux peut-être poser deux petites questions à Danieli avant de céder la parole au reste du groupe pour toutes les questions que cette présentation a dû susciter. Donc j'ai deux questions. Une première question qui est plus d'ordre géopolitique, mais aussi en quelque sorte économique. Je l'ai dit un peu au tout début de nos échanges, qu'il y a cet accord commercial, en tout cas un accord de principe sur un accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Et on sait que le Brésil joue un rôle important dans le futur des relations économiques entre le Mercosur et l'Europe. Pour le moment, tu as bien montré, Danieli, que la Chine est le premier partenaire commercial du Brésil. Et donc, la première question, c'est quel va être l'impact une fois cet accord commercial mis en œuvre entre la Chine et le Brésil sur les relations, une fois mis en place cet accord entre l'Union européenne et le Brésil, quel va être l'impact sur les relations commerciales avec la Chine? Est-ce que ça va permettre à certaines entreprises européennes, on pense notamment au secteur de l'industrie automobile avec les voitures allemandes, où on parlait des énergies, aussi des énergies renouvelables avec les panneaux solaires, par exemple, est-ce que ça va avoir un impact sur la présence chinoise, notamment en matière de panneaux solaires aussi, qui exportent cette technologie en matière d'énergie renouvelable? Est-ce que ça va aussi avoir un impact peut-être sur les chaînes de production intra-régionales au sein du Mercosur, qui souffrent, je pense, déjà de la présence de certaines entreprises chinoises? Donc voilà une première question un peu à la fois géopolitique et économique. Et peut-être une deuxième question sur un élément de perception que peuvent avoir les entreprises chinoises au Brésil. Il y a plusieurs organisations de défense des droits humains, dont la Fédération internationale pour les droits humains, qui ont émis récemment divers rapports sur le comportement des entreprises chinoises dans les pays du Sud américain et notamment au Brésil, en considérant que les entreprises chinoises bafouaient un certain nombre de droits. Alors, les droits cités, c'était les droits fondamentaux en matière de droits humains, mais plus particulièrement les droits des peuples indigènes. On sait que la Chine n'a pas ratifié un certain nombre de conventions de l'Organisation internationale du travail, dont la Convention sur le respect des droits des peuples indigènes, et que certains projets d'investissement, notamment j'ai en tête des projets hydroélectriques, ont eu un impact sur des populations locales. En tout cas, le rapport de la Fédération internationale pour les droits humains mentionnait le fait que l'implantation des entreprises chinoises et le développement de ce projet hydroélectrique aurait impacté certains lieux considérés comme sacrés pour des peuples indigènes. Et donc la question, elle est plus globale, sachant qu'il y a des négociations internationales au niveau de l'ONU pour instaurer un traité qui permette de réguler les violations des droits humains. Est-ce que tu sais un peu plus quelle est la position du gouvernement brésilien par rapport à cette situation vis-à-vis des entreprises chinoises, mais de manière aussi plus générale vis-à-vis d'autres entreprises très présentes au Brésil? Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Je passe la parole donc à Thierry Perrault lorsque Danieli aura répondu à mes deux questions. Je t'en prie, Danieli.
Merci Sophie pour ces deux questions super importantes. Et puis, d'abord, il faut que je présente ma perspective théorique et aussi ma perspective méthodologique pour répondre à ces deux questions. D'abord, il faut que je vous dise que pour comprendre les relations extérieures du Brésil, il faut, enfin, à partir de mon point de vue, comprendre sa politique extérieure à deux niveaux. La politique extérieure du Brésil est très influencée par les acteurs locaux et aussi influencée par les perspectives de la structure internationale. Il faut prendre en considération ces deux perspectives. Pour l'accord Mercosur-Union européenne, on voit que l'accord a été très politisé à cause des problèmes internes brésiliens. Donc, il y a plusieurs pays en Europe qui ne veulent plus signer cet accord, qui veulent avorter cet accord à cause de la destruction de l'Amazonie, à cause des feux de forêt qui ont été faits au Brésil, à cause du non-respect des territoires des Indiens au Brésil, à cause de l'extrême droite au Brésil. Donc, il y a plusieurs facteurs internes qui bloquent cet accord. Okay? Mais si on pense dans une perspective historique, la France a toujours été contre ce rapprochement Brésil-Europe, Mercosur-Union européenne, parce que Brésil et France sont en compétition directe dans le secteur agroalimentaire. Quand on va dans un Carrefour, un supermarché Carrefour, on voit la taille de fruits de France et la taille des fruits au Brésil. On voit que le soleil favorise deux fois l'agroalimentaire au Brésil, qu'on a une abondance de production agroalimentaire au Brésil. On est le grand acteur dans le marché de viande et dans le monde. Donc, j'imagine que si le Brésil entre dans le marché européen, ça sera vraiment pour gagner, parce que c'est la partie la plus forte des exportations au Brésil depuis, je ne peux pas dire depuis toujours, mais depuis les dernières années, avec la désindustrialisation brésilienne, on voit que le Brésil est un grand acteur dans le secteur du soja, dans le secteur du riz, de viande, des aliments processés, etc. Donc, il faut qu'on voit dans cette perspective des décennies, parce que ça fait des années que le Brésil, l'Amérique latine et le Mercosur essaient de signer cet accord. Pourquoi cet accord a été réouvert, la discussion a été relancée par le gouvernement Bolsonaro, parce que ça donnait l'idée que le Brésil allait se rapprocher des partenaires stratégiques traditionnels, et la Chine n'était pas traditionnelle. Mais l'Europe et les États-Unis, oui, si, ils étaient très traditionnels comme partenaires, et faire un accord avec l'Union européenne montrait son côté de libéral, de droite confondu avec le libéralisme, ouverture de marché, et pas protectionnisme qui était très pratiqué sous le gouvernement de Dilma Rousseff et Lula. Mais plusieurs analystes disent que le Brésil est toujours fermé économiquement parlant, même avec un gouvernement plus de droite. Ça, c'est la publicité que le ministre de l'économie fait. On va ouvrir le Brésil, on va faire des accords de libre-échange. Donc, moi, je ne crois pas beaucoup à cet accord. Mais si jamais il est firmé, si jamais il est signé de part à part, ratifié, on voit qu'il a été, et il sera avec plein d'exceptions, parce qu'il y a beaucoup de divergences entre les deux parties. Et puis, si jamais c'est signé, est-ce qu'il y aura des impacts sur les relations Brésil-Chine? Bien sûr que oui, bien sûr que si. On voit déjà qu'il y a une compétition lockienne, on pourrait dire ça, entre Chine, États-Unis, Chine-Europe dans le marché brésilien, et même du Brésil, une compétition entre Chine et Brésil dans le marché américain et dans le marché de l'Union européenne. Si cela se passe, ça sera très positif. Ça veut dire que le Brésil, la Chine et l'Europe sont en train de se développer, sont en train de faire de l'innovation. S'il n'y a pas de compétition, c'est parce que le Brésil est seulement un marché pour une compétition chino-européenne, tout simplement. Et il y a plusieurs économies qui disent que le Brésil, très rarement peut compétir avec la Chine, très rarement peut compétir avec l'Union européenne dans des secteurs de pointe. Et donc, ça serait ma réponse pour la première question. La deuxième question, ce que je peux te dire, c'est que
il n'y a pas de discussion des droits humains dans les journaux, dans l'académie brésilienne qui concerne la Chine. Il n'y a pas. On ne parle pas de droits humains de la Chine au Brésil. Dans le marché interne, la Chine, elle respecte les règles. Et si jamais il y a des problèmes des droits humains, ce sont les acteurs brésiliens qui ne respectent pas ces règles. Donc, bien sûr qu'il y a de pression dans l'OMC pour le respect de l'environnement, pour le respect des travailleurs, pour le respect des droits humains au Brésil, d'une manière indirecte. Ça veut dire que si la Chine ne pratique pas, ne fait pas si elle ne fait pas des fautes dans ses investissements, si elle achète de ceux qui font, elle sera punie d'une manière indirecte. Donc, c'est toute la chaîne de production qui va être évaluée, pas seulement l'achat, mais la production aussi. Dans ce sens, la critique, elle est plutôt dans le secteur de l'environnement que le secteur des droits humains. On n'a pas besoin de la Chine pour respecter les travailleurs au Brésil. Ce sont les Brésiliens même qui le font. Ce sont les Brésiliens même qui diminuent de plus en plus les droits des travailleurs au Brésil, les droits des Indiens, des terres protégées. Et c'était une marque du gouvernement Bolsonaro, ouvrir l'exploitation des terres indigènes et l'exploitation des terres protégées. Et il y a une expression du ministre de l'Environnement au Brésil, faire passer les bœufs, faire passer à boiade, c'est-à-dire passer les accords pour que les entrepreneurs puissent produire de plus en plus en dépit des accords déjà signés pour protéger les droits humains et protéger les travailleurs. Ça, c'est une thèse de l'Américain, le collègue de l'Université de Boston. Tu vas me rappeler maintenant Kevin Gallagher. Kevin Gallagher. Il dit que la Chine danse selon les règles locales. Si les règles sont très strictes, la Chine va se porter d'une manière très stricte en respectant les règles. Si les règles sont faibles, il ne va pas donner, faire le modèle parfait de respect des règles. Il va essayer de s'adapter aux situations locales. Donc, si le Brésil est un pays juridiquement très traditionnel, c'est grâce à ça que la Chine respecte l'environnement, respecte les droits humains au Brésil. S'il y a un gouvernement qui fait de la pression sur les règles, c'est pour cela que la Chine va profiter de cette situation. Donc, merci encore pour les deux questions. J'espère avoir répondu les deux questions. Merci, Sophie. Grand merci, Daniélie. Je vais d'abord céder la parole à Thierry Perrault et ensuite je relayerai les questions dans le chat qui commencent tout doucement à apparaître. Thierry? Oui, aussi, moi je vous remercie pour cet exposé au cours duquel finalement vous avez soulevé énormément de questions. Et la première question que je retiens là maintenant, c'est la remarque que vous avez faite à propos de la Chine étant ou non un pays en voie de développement. Et je pense que c'est effectivement un gros problème que nous devons nous poser, d'autant plus que selon la perspective, on ne va pas du tout avoir la même réponse. Et la question aussi de savoir, c'est si développement n'est pas parfois confondu avec puissance, avec pouvoir. Et il est tout à fait évident que le poids même de l'économie chinoise aujourd'hui lui donne un pouvoir qui la rend comparable au pouvoir que pourraient avoir les États-Unis ou d'autres pays moindrement. Donc, j'ai été rechercher un tableau que j'avais présenté l'année dernière lors d'un séminaire. Alors là, je vais vous faire un partage d'écran pour vous montrer. Alors, il est évident que là, je réagis, comme disais tout à l'heure, en tant qu'économiste. Attendez. C'est pas cet écran-là, si. Non, il est là, voilà. Vous l'avez? Bon. Alors là, sur cet écran, hein, j'avais fait une comparaison entre la Chine et les pays d'Amérique latine, auxquels j'ajoutais les pays africains.
Et j'avais pris comme critère le PIB par tête en parité de pouvoir d'achat. Et la Chine apparaissait dans cet ensemble de pays. Alors là, moi, je ne sais pas comment je me suis débrouillé, mais je ne vois plus rien sur mon écran. Hein. Attendez, je vais essayer de déplacer tout ça. Non, je n'y arrive pas. Bon. Alors, donc, il apparaissait au 18e rang, hein, de cet ensemble de pays. Donc, de ce point de vue-là, on ne pouvait pas dire qu'il s'agissait d'un pays développé, c'était un pays parmi les plus avancés dans les pays en voie de développement. Et j'avais pris un second critère qui était le critère de l'indicateur de développement humain. Et j'avais également la Chine qui arrivait au 15e rang, et derrière un certain nombre de pays, et derrière juste immédiatement le Chili, mais derrière aussi la Bolivie pour prendre des pays d'Amérique latine. Donc, je crois que les deux aspects coexistent. Bon, il est certain que la Chine, dans certains discours, va privilégier son appartenance au monde des pays en voie de développement, mais je pense aussi que cette situation exprime une réalité profonde. Alors, vous avez évoqué les problèmes de l'innovation technique. Effectivement, il y a des innovations techniques, mais qui sont beaucoup plus souvent du domaine de la recherche appliquée que de la recherche fondamentale. Et aujourd'hui, ce que a révélé 4 années de Trumpisme, c'est effectivement la grande dépendance technique que la Chine peut avoir à l'égard des autres pays, ce que l'on savait pour un certain nombre de secteurs, et entre autres pour le secteur de l'aviation. Hein, le secteur de l'aviation, le C919, le matériel sensible va être importé de France ou des États-Unis. Et ça va peser, les relations actuelles entre la Chine et les États-Unis hein, vont peser très sur l'avancée de la mise en vol du C919, puisqu'apparemment un certain nombre d'éléments d'avionique auraient été bloqués. Donc, et ce sont des éléments que la Chine ne va pas pouvoir résoudre. Quand on voit les difficultés que la Chine a eues à concevoir cet avion pour qu'il puisse voler selon les normes internationales, hein, ce n'est pas du tout évident. Alors, vous pouvez me répondre en évoquant le problème de satellites, mais encore là, nous manquons certainement d'éléments concrets pour savoir quelle est la dépendance technique de la Chine dans ce lancement des satellites. Donc, je pense que fondamentalement, la Chine reste parmi les pays en voie de développement, quel que soit par ailleurs son degré d'avancement, mais c'est en même temps un pays qui, d'un point de vue macroéconomique, acquiert un poids politique considérable et que l'on ne peut pas toujours confondre les deux. Alors, il y a aussi une chose, vous avez évoqué les questions d'investissement, et j'étais recherché toujours dans cet exposé ce que j'avais évoqué l'année dernière. Alors, en général, lorsqu'on parle de l'investissement en Amérique du Sud, on a tendance à évoquer le fait que cet investissement est très important parce que ça représenterait 10% des investissements chinois à l'étranger. La seule chose, c'est que l'on oublie, c'est que 45% de ces plus que 45%, je sais plus, c'est sur les îles Vierges, je crois, rien pour les îles Vierges, c'est 45% d'investissement en Amérique latine, hein, ça va vers les îles Vierges. Donc, quand on a enlevé tous les autres paradis fiscaux, hein, le poids, ça apparaît dans la ligne rouge, hein, de l'investissement chinois en Amérique latine, c'est 1,3% du total de l'investissement chinois hors paradis fiscaux. Et là, ce que l'on s'aperçoit, c'est qu'on est en dessous, hein, même des investissements chinois en Afrique. Alors, comme on sait que par rapport à l'Afrique, cette somme, c'est déjà quelque chose qui est relativement faible une fois qu'elle a été essaimée parmi 54 pays. Donc, on peut se poser la question de la même façon en ce qui concerne l'Amérique latine. Alors, j'avais pris ensuite ce tableau hein, où j'avais mis les investissements d'un côté à destination des pays africains et de l'autre côté à destination des pays latino-américains. Et je voyais qu'on n'était pas du tout dans les mêmes dimensions.
Si on compare l'investissement chinois cumulé de 2003 à 2018, les flux, ce ne sont pas les stocks, c'est encore autre chose, en Afrique du Sud, et l'autre premier de l'autre côté, le Venezuela, c'est déjà du simple au double. Et vous voyez que si vous comparez un certain nombre de pays, par exemple, très rapidement, le 4e pays sud-américain ou latino-américain est le Mexique, et on est au niveau de l'Égypte. C'est-à-dire que, en fait, vous avez un certain nombre de pays qui ont bénéficié de sommes beaucoup plus considérables que le peuvent l'avoir fait les pays latino-américains. Donc, de ce fait, la question qu'il faut se poser, c'est le sentiment d'un investissement important en Amérique latine. Est-ce que ça reproduit le même phénomène que le sentiment d'un investissement important en Afrique? Et si la réponse est oui, à ce moment-là, en fait, il y a eu des assimilations qui ont été faites, qui sont certainement des assimilations, je dirais, indues. Et entre autres, je lisais, avant que commence le séminaire, je lisais 2 analyses qui sont parues par des instituts publiés sur les sites d'instituts relativement renommés, où on confondait le fait qu'une entreprise chinoise puisse investir avec le fait qu'une entreprise chinoise puisse construire des infrastructures et apporter le financement. Or, les prêts chinois, ça ne correspond pas à un investissement de la Chine dans ces pays-là. Or, ces éléments-là sont souvent additionnés et cela donne une perspective qui est totalement floue, dans la mesure où d'un côté, on a effectivement des entreprises qui s'installent dans la durée, les investisseurs. Dans l'autre côté, vous avez des entreprises qui vont mener une opération pour le compte d'un investisseur local. Lorsqu'on construit un port en Afrique comme en Amérique du Sud, l'investisseur, ce n'est pas la Chine, c'est le gouvernement local qui a commandé à des entreprises chinoises de réaliser la construction, éventuellement de la financer, et éventuellement par la suite d'en assurer la gestion, parce que par le mode de la gestion, ils vont pouvoir rembourser le prêt. Donc, si vous voulez, l'investissement qui est une perspective à long terme d'implication dans l'économie est une perspective qui est relativement différente de la perspective commerciale, dans la mesure où vous pouvez avoir des balancements. On le voit très bien dans le secteur pétrolier. Dans le secteur pétrolier, la Chine a une palette de fournisseurs et selon les situations économiques et politiques des différents pays, eh bien, une année, elle va davantage se fournir là, l'année suivante là, etc. Donc, en fait, le type de relations, même si ce sont des relations qui peuvent être retracées sur une longue période, ce ne sont pas des relations de même nature. Alors, en revanche, ce qui est tout à fait évident, c'est le cas très particulier des relations commerciales qui s'établissent. Entre autres, la place du Brésil, elle est absolument incomparable à la situation des autres pays, qu'ils soient latino-américains ou africains. Là, ce sont les exportations en 2018 vers la Chine du Brésil. Vous voyez que l'Afrique du Sud, qui est le premier pays africain exportateur, fait pratiquement que le tiers de ce que peut faire le Brésil. Et le Brésil, c'est aussi un des rares pays qui, dans ses relations avec la Chine, ait une balance commerciale favorable, qui lui soit favorable, alors que la majorité des pays sont en déficit. Et ça fait partie, dirons-nous, de ces spécificités. Mais ce tableau aussi, et l'autre côté, vous voyez pour les importations en provenance de la Chine, pour le Brésil, le montant de ces relations sont des montants qui sont bien supérieurs, et de très loin au flux annuel d'investissement de la Chine dans ces pays. C'est bien l'élément qui domine. Alors, si vous rajoutez, je n'ai pas fait l'analyse statistique, donc je n'ai pas pu la récupérer, mais si on ajoute, comme en Afrique, le montant des prestations de services et des constructions, on voit bien que ce sont des relations basées sur des relations commerciales et non pas des relations qui sont basées sur des relations d'investissement. Et alors ça, cette analyse-là, c'est une analyse bien entendu qui est macro, parce que puis vous pourriez tenir un raisonnement relativement différent si on se posait au niveau micro, au niveau des entreprises elles-mêmes, mais disons que dans la définition des rapports, la Chine se pose dans une situation
d'un fournisseur et non pas d'un fournisseur de services financiers et autres et de marchandises, fournisseurs de marchandises, plutôt que dans une situation d'investisseur. Or, l'analyse qui se fait de l'autre côté, c'est-à-dire celle que des instituts, des think tanks et des sociétés d'analyse de conseil, c'est d'assembler le tout. Et en fait, ça revient à une essentialisation du comportement de la Chine. Vous voyez, systématiquement, on va prendre la remarque qui était faite, la Chine n'achète pas au Brésil, mais la Chine achète au Brésil. Or, automatiquement, on tombe sur un discours politique qui bloque la compréhension de la réalité. Donc, c'est comme ça que je voulais réagir. Je n'avais pas prévu de réagir jusqu'à ce que Sophie, tout à l'heure, me prenne par les sentiments. Et après ça, que je vous entende et que j'ai dit, oh là là, je vais aller rechercher mes trucs. Et donc, j'ai fait cette présentation. Je voulais rester tranquille, je voulais me taire, mais non, ça n'a pas été possible, excusez-moi. C'était superbe, Thierry, super, merci. D'ailleurs, on pouvait rester une heure pour parler de chacune des 3 observations. Donc, je vous remercie beaucoup pour les diaporamas, pour les considérations. C'est beaucoup de matériel pour réfléchir. Mais je vais réagir rapidement à ces 3 observations. Je suis tout à fait d'accord avec vos commentaires, mais il faut aussi que je fasse quelques considérations pour essayer de montrer un peu mon point de vue. D'abord, si on prend le concept traditionnel de pays développé, la Chine n'est pas encore un pays développé. Si on prend le concept de Raymond Aron, de puissance, les 4 grands piliers, etc., la Chine n'est pas encore un pays développé. Si on prend les statistiques pures de distribution PIB, les tableaux dont vous avez montré, sont une preuve claire que la Chine a beaucoup de chemin encore à parcourir. Et puis, il y a aussi un document qui vient de paraître sur RAND, R-A-N-D Corporation, au siégé Washington, qui a fait une comparaison entre les États-Unis, l'Europe, et par pays. Ils ont pris quelques pays clés de l'Europe, les États-Unis, le Japon et la Chine. L'Europe et les États-Unis sont au premier rang des pays capables de produire les 16 principales innovations, technologies innovatrices de ce moment-là. Et la Chine vient en 2e place. Elle n'est pas encore capable, ni même dans les technologies de pointe, et pas les technologies de base, comme vous avez bien observé. Donc, du point de vue technologique, la Chine, elle veut rattraper un peu les autres pays. Elle s'est donné 2025 pour faire cela, pour faire un peu de compétition, diminuer la dépendance des autres technologies. Bien sûr qu'elle va encore, 2050, c'est son objectif maximum pour devenir un pays développé. Mais il y a encore 25 ans, donc elle a encore du temps. Mais du point de vue, si on sépare les éléments de puissance, je peux dire que la Chine, en comparaison avec le Brésil, dans ses relations avec le Brésil, dans la capacité de faire de la pression, la capacité d'entrer dans le marché brésilien, de gagner de la place, le Brésil n'est plus un pays en développement en comparaison avec la Chine. Le pays est un pays sous-développé. Si la Chine se maintient en développement, le Brésil est sous-développée. Si on ne veut pas monter la Chine dans le rang de développé, elle peut continuer en développement, mais le Brésil n'est plus en capacité de faire de la compétition avec la Chine. Juste pour être d'accord avec vous, quand on va en Chine, qu'on voit toutes les régions qui sont encore sous-développées, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés de distribuer les gains, etc. Mais elle fait joli dans l'ouverture des journaux. La Chine, elle se pose cette question. Pourquoi c'est un problème que la Chine investisse dans le Brésil et pas la Belgique ou pas la France? Pourquoi la Chine représente un danger plus que les autres? Donc, moi j'ai pas de cette observation aussi, que la Chine devient de plus en plus un compétiteur, quelqu'un qui participe aux échanges
et essaye d'être dans le même rang que les autres, même si jusqu'à maintenant, la Chine est toujours en train de gagner de l'expérience, et elle gagne déjà dans des secteurs spécifiques. Et le Brésil a aussi gagné dans des secteurs spécifiques, mais de moins en moins en comparaison avec la Chine. Le Brésil a la plus grande entreprise de viande du monde, a la plus grande entreprise de minerais, et quelques secteurs, le Brésil est en compétition dans l'aviation, etc. Donc, la Chine, elle a de plus en plus de secteurs clés en compétition. Mais je suis totalement d'accord avec vous qu'il y a encore beaucoup plus de spéculation et de journaux qui mettent en relief de vérité et de mensonges. Il y a plusieurs chercheurs, il y a inclus Deborah Brodigan, qui dit que les journaux répètent des informations qui, des fois, ne sont pas vraiment précises. Et même les journaux aux États-Unis répètent des discriminations envers la Chine en disant qu'elle est beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus développée de ce qu'elle est vraiment. Donc, mais on voit que le concept politique est toujours mis, une projection sur le futur. Donc, le futur, la réaction de Donald Trump et même la réaction de Joe Biden envers la Chine fait une projection sur le futur. Et donc, si la Chine n'est pas encore en mesure de prendre la place des États-Unis, elle pourra le faire peut-être dans les prochains 20 années ou 10-20 années, peut-être moins, on ne sait pas. En ce qui concerne la deuxième question, si on retire les investissements dans les paradis fiscaux, la Chine investit très peu en Amérique latine. C'est vrai que pour cette présentation, je n'ai pas fait des comparaisons de la Chine, de la présence de la Chine en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie. J'ai juste comparé la Chine avec elle-même dans le temps au Brésil. Okay? Dans ce sens, je suis d'accord avec vous que l'Amérique latine est à la dernière place dans la liste des intérêts de la Chine. L'Amérique latine est la région la moins importante pour la Chine dans le monde. J'ai fait cette affirmation sans aucun doute parce qu'elle est entrée en Afrique beaucoup avant qu'en Amérique latine. Elle investit 50% de ses ressources dans ses voisins. Elle retire ses bénéfices de ses relations avec l'Europe et les États-Unis. Mais quand on compare la Chine avec elle-même dans l'Amérique latine, ça a beaucoup accru dans les dernières années. Sa présence commerciale, mais surtout sa présence économique dans le sens large, des prêts et des investissements. Les investissements chinois en Amérique latine ont commencé au Brésil. Les tractatifs, les négociations ont commencé en 2003, 2004. Les premiers résultats en 2010. Donc, c'est très récent. Les investissements de la Chine en Afrique ont commencé beaucoup avant. Non, 2003 aussi. Dans tous les pays du monde, 2003. Oui, mais je n'ai pas du sens. Non, mais c'est l'envol, 2003. OK. Donc, 5 ans avant, parce que les négociations ont commencé en 2004, mais l'argent est arrivé en 2010 au Brésil. Surtout 2010, plus clairement. 10 milliards de dollars. Et après, je n'ai pas beaucoup compris le diaporama des investissements au Brésil. C'était 2 milliards. Au fait, le cumulé au Brésil jusqu'à 2018, c'était plus de 75 milliards. Et à ce jour-là, ça fait plus de 100 milliards de dollars. Donc, la perspective, c'est que la Chine investisse 400 milliards de dollars au Brésil les prochaines années. Non, pardon. Je vous assure, ces chiffres-là correspondent absolument certainement pas à des investissements. Ils peuvent correspondre à des prêts. Pour vous donner un exemple, les prêts que la Chine a octroyés aux 54 pays africains, dirons-nous depuis le début de ce siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est 148 milliards. Les prêts. Et les prêts qu'elle a octroyés sont
incomparablement supérieur aux investissements effectués. Ce sont deux choses, deux phénomènes totalement différents. Oui, Donc, je pense que vous parlez de prêts et non pas non, je parle d'investissement. de 100 milliards, c'est des prêts. Parce qu'au Brésil, c'est difficile de séparer les prêts des investissements. Deux fois, même les économistes ne séparent pas vraiment parce que les Chinois, ils jouent avec ça. Quand le ministre chinois est venu au Brésil, encore dans le gouvernement Dilma en 2013, il a promis 50 milliards de prêts au Brésil. Et du fait, vous avez raison, c'était 70 milliards de prêts confirmés, 65 confirmés, 75 annoncés. Et alors, pour les investissements, comme je vous ai montré dans les projections, c'est venu 22 milliards pour le Brésil, après le Venezuela. Donc, dans ce sens, toujours, on peut comparer les données. Ça veut dire que les prêts et les investissements, ils arrivent de petit à petit en se confondant, en se mélangeant les uns les autres. Mais je peux bien sûr peut-être je ne suis pas correcte, mais je peux aussi reprojeter les diaporamas. Ce sont des données du ministère de l'économie brésilienne, aussi de la Banque centrale. Mais je peux vous dire que le commerce, il est beaucoup plus clair pour observer. Ce sont des données qu'on peut regarder tous les jours dans le ministère de l'économie au Brésil. Et puis, pour l'Afrique, bien sûr que la Chine elle a beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'ouverture, moins de contrôle pour entrer que le Brésil, même s'il y a des secteurs beaucoup plus stratégiques au Brésil dont la Chine pourrait investir, comme les secteurs d'énergie électrique, l'achat des entreprises clés, comme la compagnie de São Paulo d'énergie électrique que la Chine a achetée il y a quelques années. Et puis, pourquoi cet argent n'est pas entré avant? Parce qu'il y avait, sous le gouvernement Lula, une méfiance très grande envers la Chine, même si la Chine était un pays de gauche, enfin, de socialiste. Donc, dans ce sens, il y a eu un moment d'attente, le gouvernement brésilien il a dû attendre quelques années pour faire plus de confiance et même pour comprendre le besoin des investissements et des prêts chinois au Brésil. Pour les données, je peux présenter les données après, vérifier mes données. Je pense que vos données sont aussi correctes, pas de problème sur ça. Pour le dernier point, en ce qui concerne, je pense que c'est aussi le troisième point dont vous avez abordé, la comparaison en ce qui concerne le commerce extérieur et les investissements extérieurs directs. Pourquoi la Chine n'investit pas autant au Brésil? Parce que, comme je vous ai dit, même si le gouvernement Jair Bolsonaro a annoncé qu'il serait plus ouvert que les autres, plus à droite dans le sens économique que les autres, et cela ne s'est pas très bien passé dans le Congrès brésilien. Ils ont poussé la discussion de l'ouverture du Brésil pour l'année 2021. Cela ne s'est pas encore passé. La permission, la discussion des accords de base pour l'ouverture du Brésil de secteur d'énergie électrique, aussi de sanitaire et d'autres secteurs. Donc, il y a une certaine léthargie et politico-économique dans le Brésil pour faire entrer d'autres partenaires dans le marché brésilien. Et la dernière explication, pourquoi il n'y a pas autant d'investissements au Brésil de la Chine, parce que les partenaires stratégiques du Brésil dans le secteur d'investissement, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis et le Japon, ils sont tous entrés jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000. La Chine a été le dernier grand partenaire à entrer dans le marché brésilien. Et il y a eu beaucoup de résistance. Le Brésil est relativement fermé. Il y a beaucoup de protectionnisme au Brésil. Je comprends très bien votre observation. Il y a beaucoup plus de commerce que d'investissement et de prêts. Je suis totalement d'accord avec vous. Et cela dû aux circonstances politiques intérieures, de l'extrême protectionnisme au Brésil, d'une complexion déjà établie depuis 20 ans des partenaires européens et américains et quelques partenaires asiatiques. Mais la Chine, elle prend des risques.
elle se maintient au marché en dépit de la pandémie, en dépit du protectionnisme, en pensant que dans le futur proche, le Brésil n'aura pas beaucoup d'options et la Chine sera de plus en plus forte, de plus en plus en condition de faire des propositions, de s'imposer dans le marché avec des produits à bas coût et haute technologie, en faisant vraiment face à la technologie et au prix de ses partenaires. Mais super, merci Thierry pour les questions et je vais sûrement vérifier mes données et comparer avec vos données. Merci. Merci Danieli. Si Thierry n'a pas de réaction suite à l'intervention de Danieli, je peux peut-être relayer quelques questions qui ont été posées dans le chat en essayant de les regrouper en quelque peu. Il y avait d'abord une demande de précision par rapport à la 5G que tu as évoquée, Danieli, dans ta présentation. Et donc, sur quelques précisions demandées sur la participation et les intérêts des entreprises chinoises en matière de 5G et si cela constitue véritablement une nouvelle étape dans les relations bilatérales sino-brésiliennes. Il y avait aussi une question un peu plus large sur les relations internationales du Brésil et la politique extérieure du Brésil. Et finalement, si derrière les fluctuations que tu as décrites depuis 1949, avec des rapprochements et des éloignements, en tout cas dans le discours, est-ce que finalement, il n'y a pas une certaine continuité dans les relations internationales et la politique extérieure du Brésil, en tout cas vis-à-vis de la Chine, et aujourd'hui une dépendance commerciale qui rend finalement les relations politiques avec la Chine nécessaires. Il y avait aussi une question qui demandait plus de précision sur la compétition entre la Chine et le Japon au Brésil, mais Margot n'a pas formulé la question. Il y a aussi une question sur la gouvernance environnementale. Donc, si elle veut poser les questions, je lui demanderai de repréciser ces questions dans le chat. Et alors, une dernière question que je relaie, c'est une question qui était plus historique. Et donc, quelqu'un qui demandait finalement quel rôle ont joué un certain nombre d'acteurs américains en termes d'influence sur la politique extérieure du Brésil, notamment au moment du rapprochement du Brésil avec la Chine. Donc, quel rôle ont pu jouer certains pions de Nixon et de Kissinger pour l'ouverture à Pékin. Et finalement, de manière plus générale, si on ouvre un peu la question, est-ce que les États-Unis, qui ont historiquement exercé une influence très forte sur le Brésil et sa politique étrangère, en ont aujourd'hui encore une importante aussi. Je vois Friedrich qui veut prendre la parole pour compléter la question. Il faut mettre le micro alors, Friedrich. Non, là, pour l'historique des années 70, moi, je connaissais pour d'autres raisons Vernon Walters, qui est un ancien chef de la CIA et qui était un ami personnel de Castelo Branco depuis 1943, depuis Monte Cassino, et qui était en même temps l'envoyé de Kissinger et de Nixon pour faire l'ouverture avec la Chine en 70, 71, etc. Donc, je voulais savoir dans quelle mesure Vernon Walters a joué un rôle direct. Parce que bien sûr, si quelqu'un comme Vernon Walters fait l'ouverture vers la Chine, a des relations directes, c'est-à-dire Vernon Walters était au même temps le spiritus rector des militaires en 64 ou je ne sais pas quand Bettencourt ou Quatros ont été renversés. Simplement, il était toujours là-dedans et il était un grand acteur de la droite républicaine jusqu'à sa mort en 2005, quelque chose comme ça. Merci pour la précision, Friedrich. Ben voilà, Danieli, quelques questions. Je pense que nous avons encore un peu de temps pour que tu puisses y répondre. OK. Merci beaucoup, Sophie, pour présenter ces questions. Merci aussi à Friedrich Catois pour la précision, pour la question. Je vais commencer par celle-là pour ne pas oublier les données, puisque ce sont des données historiques. Pendant mon doctorat et même après, j'ai eu l'opportunité de consulter les documents de l'archive historique de Itamaraty, du ministère des Affaires étrangères à Brasilia et à Rio de Janeiro.
J'ai aussi eu l'opportunité de consulter les archives de Fondation Getúlio Vargas, FGV, qui garde des documents précieux pour comprendre la relation Brésil-Chine, le rapprochement. Je suis désolée, ce personnage américain n'apparaît pas aux documents que j'ai consultés, mais j'ai une idée assez générale et même précise sur la participation des États-Unis dans les relations avec la Chine pendant le coup d'État de 64 et aussi pendant le rapprochement de Brésil et Chine en 1974. Donc, ces approches plutôt, enfin, ce sont des considérations plutôt génériques, mais qui peuvent donner un peu de précision à cette impression que les États-Unis avaient des relations Chine-Brésil. Pour 64, il y a des acteurs, des chercheurs, même João Goulart a écrit sur ça, Muniz Bandeira a écrit un livre sur João Goulart. Il y a eu une participation directe, même d'autres analystes, géographes ont écrit sur le passage le gouvernement, enfin la dictature brésilienne. Il y a eu aussi sans doute une intervention, une participation directe des États-Unis dans le coup d'État au Brésil. Il y a eu une participation, un mouvement, enfin, bien sûr qu'ils n'ont pas mis des armes, ils ne sont pas mis sur place, mais il y a eu tout un dialogue entre le Brésil et les États-Unis pendant ce coup d'État. Et la Chine était un élément central de ce moment. Des Chinois ont été expulsés, comme je vous ai dit, comme ils ont été d'abord mis en prison et après envoyés en Chine. Ils étaient un symbole de ce que le Brésil voulait, cette séparation entre le communisme et le capitalisme, une réaction ferme contre le communisme, même si à ce moment-là, même les États-Unis étaient déjà en train de revoir sa relation avec l'Union soviétique, avec même la balance de pouvoir en Asie. Et donc, à ce moment-là, on peut dire que le rôle des États-Unis était très, très fort. En ce qui concerne les années 94, ce que je peux dire, c'est que les États-Unis a ouvert la porte pour que tous les pays latino-américains puissent se rapprocher de la Chine. Il y avait cette préoccupation de qu'est-ce que les États-Unis font, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, depuis 1971, les États-Unis avaient donné son avou, sa permission, entre guillemets, pour que tous les autres pays puissent se rapprocher de la Chine. Cela s'est passé exactement comme ça. Le Brésil, comme je vous ai dit, se rapprochait de la Chine juste 3-4 ans après. Donc, il y a eu un délai. Mais dans les documents que je consultais, il n'y a pas une mention des États-Unis, de l'influence des États-Unis. Ce qu'on voit, c'est entre guillemets, une vision d'un président qui a eu le support de son ministre des Affaires étrangères, Silveira. Et puis, c'était une décision du président qui a consulté ses ministres, tous des militaires, qui ont mis des doutes, ont dit peut-être, peut-être pas. Et le président a dit, je vous ai juste consulté pour vous informer et pas pour que vous décidez avec moi que c'est l'heure de se rapprocher de la Chine. Donc, c'était une décision d'un acteur brésilien précis, le président du Brésil, Ernesto Geisel, qui a décidé que c'était l'heure de se rapprocher de la Chine parce que la Chine comptait. La Chine était importante dans le Conseil de sécurité, dans les relations avec les États-Unis, sûrement et avec un peu plus de recherche. Je vous remercie pour ça, Patrice Catoire, pour mettre en accent cet acteur en particulier. Donc, je vais essayer encore de regarder dans les archives si quelques acteurs précis de l'histoire des États-Unis apparaissent dans ces négociations. J'ai consulté les documents des archives des États-Unis, de l'ambassade des États-Unis au Brésil à Maryland. J'ai rien vu sur ça, mais il y a plein de documents qui sont interdits de l'accès. Je peux vous dire que c'était une mauvaise surprise que j'ai eue quand j'étais à l'archive. Le pays le plus démocratique du monde et fait encore de la censure sur des documents de 1960-1974 sur des relations Chine-Brésil. Mais enfin, c'est la réalité de l'histoire, de ceux qui font l'histoire, de recherche d'histoire jusqu'à ce moment-là.
Donc, pour les relations Chine-Japon, d'abord, je vais répondre sur le 5G. Oui, 5G est une pièce super importante des relations Brésil-Chine pour le prochain mois, même prochaines années. L'ambassadeur de la Chine au Brésil a dit que si le Brésil décide de ne pas inclure la Chine dans les enchères, que le Brésil allait sentir directement les conséquences économiques. Donc, il y a une décision de la Chine d'être très dure à tous ceux qui font de l'opposition à soit Huawei, soit n'importe quelle entreprise qui vend du 5G. Enfin, l'Australie a déjà senti de représailles dans ce sens-là. Et donc, le message que le gouvernement chinois donne, c'est que 5G est très stratégique et sera très importante pour toutes les autres relations de la Chine avec le Brésil. Moi je ferais, moi, je dirais que la Chine est là pour beaucoup de temps, qu'elle pense qu'il y a plusieurs, qu'il faut faire la négociation en plusieurs tournage, qu'elle soit un an, elle essaye, elle dit non, c'était pas si grave, on peut recommencer, non, les relations avec le Brésil sont si importantes, très importantes, on peut passer au-delà des problèmes politiques, de déclaration du ministre d'éducation au Brésil, de déclaration des fils du président, c'est exactement cette... la Chine, elle est dure à un certain moment et très conciliable, très... malléable, flexible dans d'autres moments. Donc, c'est à ce moment-là une relation de rapprochement, distancement, de va-et-vient. Mais 5G est sûrement, avec toute certitude, un secteur très important, même si le agroalimentaire, les minéraux sont aussi super importants. Pour la question de Chine-Japon, je ne me rappelle pas très bien quel était le point. Si jamais on a le temps de répondre, si tu pouvais reformuler, s'il vous plaît, Sophie, la question sur le Chine-Japon. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je vais quand même, parce que Margot a pris la peine de préciser sa question dans le chat, donc je vais au moins lire la question. Donc, sur la compétition sino-japonaise, dans quelle mesure le contexte actuel favorise-t-il le rééquilibrage au projet des investissements japonais dans les appels d'offres? Si tu as un élément de réponse par rapport à ça. Ce que je peux dire, c'est que d'abord, il faut se demander si le Japon veut être en Amérique latine, si le Japon veut vraiment être au Brésil. Il y a eu des moments de doute, de distancement de la présence du Japon au Brésil et en Amérique latine en général, et le Japon a, d'une certaine manière, réagi à sa présence, à sa relation avec les États-Unis, de partenariat stratégique du Japon avec les États-Unis, et aussi à la présence de la Chine en Amérique latine. Il y a eu, on pourrait dire, il y a eu un moment de distancement, de présence moyenne du Japon au Brésil, en Amérique latine en général, dans le sens économique, financier, d'investissement, parce que dans le sens social et culturel, le Japon est là depuis 100 ans. Donc, c'est une présence super forte. Il y a une connaissance, une compréhension beaucoup plus importante que celle de la Chine, du Brésil, et vice-versa. Et puis, ce qu'on voit, c'est que le Japon veut vraiment retourner avec toutes ses forces en Amérique latine et au Brésil, veut observer et veut réagir à la présence de la Chine au Brésil, investit tous les jours dans cette compréhension et réagit à cette présence de la Chine. Si ce n'est pas économiquement, c'est politiquement. Et le Japon essaie de comprendre le Brésil est comme une partie d'une région, ainsi que la Chine comprend le Brésil comme l'Amérique latine, le plus important partenaire économique, commercial, avec le Mexique, de la Chine, Amérique latine, et un pays pivot dans l'Amérique du Sud. De la même manière, les États-Unis regardent le Brésil comme partie de l'Amérique latine, et le Brésil essaye de construire une politique extérieure ayant comme pays centraux le Japon, la Chine et l'Inde. Mais ce n'est pas encore été possible. Je n'ai pas encore trouvé un document central pour comprendre la Chine comme partie de l'Asie
même s'il y a quelques diplomates qui parlent de la politique du Brésil vers l'Asie. Dans ce sens, ce que je peux répondre, c'est que le Japon a relancé sa présence au Brésil en particulier, en Amérique latine en général, les 5-10 dernières années et essaie d'observer et de réagir à la présence de la Chine comme compétiteur dans la région. Merci beaucoup Daniélie. Je vais peut-être céder 2 petites minutes la parole à Thierry s'il le souhaite avant de conclure pour la fin de ce séminaire. Je voulais surtout remercier Daniélie pour ces 2 heures que nous avons passées, qu'elle a passées avec nous, saluer aussi l'exercice en français, hein, parce que ce n'est jamais facile, même si on a très bonne base, hein, et donc et je voudrais revenir sur le début des réflexions que nous avons menées au tout début, hein, à savoir, bien, nous avons certainement des possibilités d'échange, de réflexion ensemble pour confronter nos domaines, et ça vaudrait peut-être le coup d'essayer de faire quelque chose. Je ne sais pas quand, je ne sais pas sous quelle forme, mais en tout cas, c'est quelque chose que nous devons retenir, et je pense que ce soit Sophie ou, tiens, il a disparu, Xavier, ou aussi Jean-Jacques Gabas qui a dû être... hein, je pense que nous sommes tous partants si on peut organiser quelque chose, si on peut faire quelque chose, si on peut échanger, que ce soit plus formellement ou tout aussi informellement. En tout cas, je vous remercie beaucoup, entre nous à nous tous. Hein. J'ai communiqué des petites données statistiques tout à l'heure à Sophie sur les investissements, données officielles chinoises pour 2019. Alors, le stock global des investissements chinois en 2019, c'est de l'ordre de 4 milliards de dollars. C'est rien du tout. Hein. C'est, dirons-nous, à peu près le 5e de ce que l'entreprise Dongfeng a investi chez Peugeot. Donc, c'est ridiculement bas. Et le flux de 2019, c'est 0,4 milliards. Donc, si vous voulez, c'est rentrer par le biais de l'investissement, c'est méthodologiquement problématique. Et donc, ça veut dire que l'accent ne doit pas d'abord être mis dans l'analyse sur l'investissement, mais sur précisément la nature des prêts, sur la façon dont ces prêts sont octroyés, comme sur la façon dont ces prêts sont remboursés, et sur les projets, et sur les après-projets, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a, par exemple, des concessions qui sont octroyées à des entreprises chinoises, concessions n'étant pas investissement, hein. Ce sont les éléments qui me semblent beaucoup plus pertinents pour apprécier l'implication et l'importance de l'implication des entreprises chinoises, que ce soit au Brésil ou que ce soit en Afrique ou dans n'importe quel pays du monde. C'est par ce biais-là que la Chine est réellement active et réellement présente, et par ce biais-là qu'elle a effectivement une emprise. Ce n'est pas tellement par ses investissements, hein, sauf quand ces investissements, et c'est certainement pas le cas du Brésil, quand ces investissements ont lieu dans des entreprises de haute technologie, là, la problématique est totalement différente. Hein, parce qu'effectivement, le résultat peut être une emprise sur une technique. Mais dans la majorité des cas, l'emprise ne se fait pas par l'acquisition d'unités de production ou bien par la création ex nihilo d'unités de production. Et c'est un défaut qui résulte, dirons-nous, d'une confusion sémantique avant d'être une confusion scientifique. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque vous achetez quelque chose, même qui va être consommé dans la minute, vous dites que vous investissez, etc. Le mot investissement, dans le langage courant, est proflute. J'arrive plus à retrouver le même mot, quoi. À des sens différents et sont confondus en un. Mais lorsqu'on passe à l'analyse économique et donc à un discours scientifique, il faut leur restituer leur réelle dimension. Et c'est pour ça, ça fait 10 ans que je mène ce combat, hein, pour arriver à ce que l'on distingue bien les deux, parce que automatiquement, notre compréhension de l'action et donc éventuellement de l'emprise chinoise sera différente et donc forcément meilleure. Super, merci encore pour cette opportunité. En tout cas, je vous remercie beaucoup, hein, de nous avoir consacré 2 heures. Hein, et j'espère que on reparlera de vous le 2 juin,
puisque vous, le 2 juin, vous allez présenter votre bouquin, Sophie, que vous avez dirigé avec Thierry Kellner. Hein, si vous souhaitez vous faufiler, il n'y a pas de problème, vous êtes la bienvenue. C'est une invitation. Donc, Danieli, tu peux te joindre à nous le 2 juin si tu veux, pour présenter l'ouvrage. La seule chose, c'est que ça sera plus tôt. Hein, parce que pour vous, c'était déjà possible. Mais là, ça serait un peu plus tôt. Alors, la prochaine séance a lieu le 17 septembre, le 17 février, et on abordera des questions de santé, hein, dans les relations Chine-Afrique, et entre autres avec l'exemple de construction d'hôpitaux. Il y aura aussi un petit point sur la stratégie vaccinale de la Chine en Afrique. Voilà, vous serez avertis par les voies ordinaires. Merci à tous. Merci à Sophie d'avoir dirigé tout ça. Avec plaisir. Grand merci, Danieli, pour ton intervention. C'était un plaisir de te revoir aujourd'hui, et je me ravis des perspectives futures de collaboration que Thierry a mentionnées il y a quelques minutes. Et je remercie aussi tous les intervenants, tous les participants pour leurs questions et leur présence au séminaire. Et donc, rendez-vous le 17 février alors pour la prochaine séance. Merci encore une fois, Thierry Perrault, Sophie Winkens. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont là, pour les questions, pour l'opportunité. J'espère vous revoir très, très bientôt. Allez. Merci bien.